Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker, on se retrouve pour l'épisode 12 de Parlons Constitution. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va répondre à une question. Comment mettre en place un nouveau régime, une nouvelle constitution? Alors en fait, on va voir les différentes options qui s'offrent à nous, et on va les évaluer. Notamment par rapport à ce qu'on veut faire, à ce que je veux faire plutôt, l'objectif de cette série, tout ça, je vous invite à revoir la présentation si vous voulez mieux comprendre. Alors, deux choix, les premiers qu'on va aborder, est la révolution et la constitution citoyenne. Donc d'abord la révolution. Et pourquoi pas la révolution? La question se pose, en effet. Pourquoi pas faire une révolution pour pouvoir mettre en place une nouvelle constitution, comme ça c'est déjà fait en 1789 par exemple. Alors, pourquoi pas la révolution? Parce qu'on est en démocratie. Donc pas la révolution, ça n'a pas de sens en démocratie. En effet, on a la possibilité de faire valoir notre voix pour exprimer la volonté de changer de constitution. C'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, certes, on peut pas dire « je veux changer de constitution », par exemple en recueillant un nombre de voix suffisant sur une pétition. Mais par contre, on peut élire des personnes qui veulent changer de constitution. Ou se présenter en ayant ça comme programme, que ce soit aux législatives, ou aux présidentielles d'ailleurs. Mais les présidentielles, c'était un peu plus compliqué. De se présenter, il faut 500 parrainages en France, donc des élus locaux, notamment les maires, qui donnent ces parrainages. Mais on peut faire valoir cette idée-là. On peut également l'exprimer sur les réseaux sociaux, publiquement, médiatiquement. On peut quand même, en démocratie, changer la Constitution sans passer par la Révolution. Et donc, ce serait violent, sans raison, de faire une révolution. Parce qu'on a les possibilités de faire sans. Ou alors, ce serait l'imposition d'une constitution par une minorité. C'est-à-dire que, en fait, comme la volonté de faire constitution ne serait pas là, et donc la démocratie, le peuple ne s'exprimerait pas pour un changement de constitution, mais une partie de la population suffisante pour faire une révolution veut changer la constitution. Et donc va faire une révolution pour changer de constitution. Et ce serait une minorité qui le ferait, au détriment de la majorité. Ça se transformerait pas forcément en guerre civile, car les autres sont peut-être juste indifférents, sont contents de ce qu'il y a actuellement, ou ont peur de s'engager notamment contre une révolution. Voilà. Donc une révolution peut être l'imposition d'une constitution par une minorité. On peut changer de régime en faisant la révolution, même si la majeure partie de la population ne souhaite pas changer de constitution, c'est possible. Et ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. On aimerait bien, en tout cas ça pourrait être bien qu'il y ait le consentement du peuple pour changer de constitution. Et ça, on y reviendra bientôt. Alors, constitution citoyenne. Oui, mais pas seule. Alors, je donne directement mon opinion, Oui, mais pas seule. Donc, une constitution citoyenne, évidemment, non pas évidemment, mais pourquoi pas. Mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de citoyens tirés au sort. Donc, le tirage au sort, évidemment, pas l'élection, pour plus de représentativité de la France. Alors, 800, ça fait pas mal de citoyens déjà, ça permettrait de remplir la salle du Congrès. 1000, 2000, bon, ça fait un peu beaucoup, 1000, 2000, ça change pas forcément beaucoup en termes de représentativité que 800 personnes. Après, pour sélectionner des personnes dans une population, les sondeurs le savent très bien, également les chercheurs en sciences politiques ou en sociologie, bref, tous ceux qui étudient des échantillons, même les mathématiciens. La population étant tellement variée et on ne sait pas forcément ce qu'il faut sélectionner pour avoir du hasard, enfin, pour avoir réellement quelque chose de représentatif, le hasard ne suffirait pas forcément. Parce que le hasard pourrait conduire à une surreprésentation de certaines opinions politiques, à une surreprésentation de façon complètement hasardeuse, j'ai envie de dire, surreprésentation de personnes habitant en ville, etc., etc. Donc, les sondeurs ont au fil du temps créé des quotas donc par exemple, il faut 49% d'hommes, 51% de femmes, selon le pourcentage d'hommes et de femmes qu'il y a dans la population. Il faut tant de plus de 65 ans, tant de moins de 18 ans, tant d'entre 18 et 35 ans, etc., etc., pour que ça colle le plus possible à la réalité. Et donc pour évaluer cette méthode par quota, ce qu'ils ont fait, en tout cas les sondeurs, comment ils font, c'est en fait juste par l'expérience.
par rapport aux résultats politiques dans les élections. Le sondage effectué, les résultats du sondage, plus il se rapproche des résultats de l'élection réelle, plus la méthode est bonne pour la sélection de l'échantillon. Mais là, c'est pas une élection, c'est pas tout à fait pareil. Est-ce que ça marcherait, est-ce que ça marcherait pas? Ça poserait des questions. Et il faudrait se les poser. En tout cas, il faut un certain nombre de citoyens pour que notamment il y ait beaucoup de débats, beaucoup d'idées et plus de représentativité. Ce mot est dur à dire, représentativité. C'est pas évident. Mais quoi d'autre? Parce que je dis pas seul. Donc, avec cette constitution citoyenne, d'ailleurs, constitution citoyenne, là j'y pense, on pourrait lui donner un nom, pourquoi pas un nom un peu classe, comme, je sais pas, constituante citoyenne pour une nouvelle république, ça donnerait CCNR. Ouais. Je mets ça dans la vidéo, comme ça, l'idée pourra rester. Bon, passons à la suite. Conseil de sages. L'idée serait qu'il y ait des sages, entre guillemets, des personnes, en fait, compétentes, des professionnels du droit, essentiellement du droit constitutionnel, peut-être un peu de droit international également, de sciences politiques, dans une moindre mesure, surtout des professionnels du droit constitutionnel, et peut-être d'histoire, voire de sociologie, par rapport aux rapports entre la population, les rapports de pouvoir, etc., l'organisation, par exemple, prendre des professionnels de sociologie des organisations, il y a beaucoup de professionnels du droit constitutionnel, je ne le répéterai pas encore. Donc ça, ce serait pour éclairer, en fait, ceux qui décident vraiment, donc, la constitution citoyenne. Ils émettraient des avis, ils donneraient des idées, ils pourraient mettre en garde, etc., vérifier que juridiquement ça tient la route, ce genre de choses. Mais quoi d'autre? Pour que cette constitution citoyenne soit pleinement armée, d'un point de vue rationnel, d'un point de vue des idées qui vont être débattues, il faut qu'il y ait des propositions qui puissent venir de tous les citoyens français. Tous. Évidemment, les débats dans la constitution citoyenne seraient publics, et retransmis par exemple sur internet ou à la télé, ou à la radio, voire les trois. Et il faudrait que les propositions des citoyens, transmises soit par lettre, soit par internet, soit par téléphone, il faudrait voir les modalités, les propositions pertinentes, bien sûr des propositions ridicules, qui n'ont rien à voir avec le sujet d'une constitution, comme par exemple inscrire dans la constitution le code de la route, ça n'aurait pas de sens. Donc, les propositions pertinentes de tous les Français devraient être évaluées, débattues par la constitution citoyenne. Et tous les Français, sur chaque question que la constitution citoyenne se poserait, pourraient émettre des arguments ou des contre-arguments en faveur de tel ou tel point. Par exemple, en faveur de la possibilité pour un président de la République, s'il y en a un dans la nouvelle constitution, de dissoudre l'Assemblée nationale ou de pas dissoudre l'Assemblée nationale. Enfin, ce genre de choses. Des arguments et des contre-arguments que tous les Français pourraient amener. Évidemment, les sages pourraient donner leur avis, et que la constitution citoyenne décide finalement, et évidemment, à la fin, soumettre la constitution à référendum. Un peu comme on a fait en France en 1958. Enfin, c'est pas du tout comme ça qu'on a fait, c'est pas une constitution citoyenne qui l'a fait, c'est du personnel politique, élus, Charles de Gaulle, Debré, des constitutionnalistes, des représentants politiques de différents partis, etc., qui se sont mis d'accord, qui ont fait une constitution et qui l'ont ensuite approuvé par les citoyens avec un référendum. L'idée, c'est toujours en fait de terminer par un référendum pour que le peuple valide, pour qu'il y ait une légitimité à la nouvelle constitution. La légitimité, on va y revenir encore après. Alors, ça c'est fait. La suite. Maintenant, après avoir vu la révolution de la constitution citoyenne, on va passer sur le coup d'état et l'octroi. Alors ça c'est pas bon le bouton, ni coup d'état, ni octroi. Ce sont des choses que je ne pense pas qu'il soit bonne de faire. C'est pas bon de mettre en place un nouveau régime, une nouvelle constitution, par un coup d'état ou un octroi. Alors là, vous voyez une image, c'est le général Bonaparte au Conseil des 500. Donc, le Conseil des 500, c'est pendant le Directoire. Et donc, c'est en fait une représentation du coup d'état du 18 premier en 8, donc du 10 novembre 1799, où Napoléon va prendre le pouvoir, pas tout de suite avec l'Empire, mais d'abord avec, je crois, le consulat. Donc ça c'est un coup d'état, c'est une illustration d'un coup d'état. Alors, pourquoi pas d'octroi, pourquoi pas de coup d'état? Pas de paternalisme, il faut pas qu'il y ait de paternalisme, qu'il y ait une personne qui donne à la nation
comme un homme ou une femme providentielle, une constitution providentielle, quelque chose qui serait au-dessus, qui nous viendrait accorder comme ça au pays. C'est à la nation de se prendre en charge elle-même. Pourquoi pas de coup d'État? Pour la stabilité et la force. Alors, ça peut paraître paradoxal de parler de force en contre-argument du coup d'État, parce que le coup d'État, c'est de la force. C'est la force de quelqu'un qui va imposer une constitution, un nouveau régime. En fait, pourquoi la force? La force pour se maintenir dans le temps, donc la stabilité également, et la force également sur le plan international, car ne pas passer par un coup d'État, en tout cas passer par une acceptation, même si c'est un octroi, passer par une acceptation du peuple, pas passer par un coup de force, ça donne de la légitimité au nouveau régime. Et il y a également du consentement. Il peut y avoir du consentement avec un octroi également, hein. Si si le peuple voit la personne comme homme providentiel ou femme providentielle, évidemment qu'il y a du consentement. Voilà, donc ni coup d'État, ni octroi. Alors du coup quoi? J'ai abordé la question de la constituante. Pourquoi pas, mais pas seul. On y reviendra en conclusion. Troisième partie, maintenant, on va aborder la question, est-ce qu'il faut faire une révision constitutionnelle conforme ou dérogatoire? C'est-à-dire conforme à la Constitution, donc dans le cadre prévu dans la Constitution, par exemple, actuellement en France, à la 5e République, donc prenons l'article 49 de la Constitution de 1958, donc de la 5e République, qui nous présente les modalités qu'il faut faire en tout cas pour procéder à une révision de la Constitution. Ce serait une révision conforme. Alors, on va reprendre l'article, on va le lire ensemble, comme ça vous fait un petit rappel pour ceux qui connaissaient déjà, puis pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissaient pas la Constitution, qui l'ont jamais lue. C'est toujours ça d'intéressant. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concouramment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. C'est-à-dire que c'est le président de la République sur proposition du Premier ministre. Le Premier ministre qui doit, en principe, proposer au président de la République de procéder à une révision de la Constitution, ou aux membres du Parlement, donc les députés ou les sénateurs. Le projet ou la proposition de révision, projet c'est quand ça vient du gouvernement, donc là ce serait du président sur proposition du Premier ministre, qui aurait un projet de révision. Proposition, c'est lorsqu'on parle des députés et des sénateurs, donc du Parlement. Donc projet ou proposition de révision, elle doit être examinée dans les conditions de délai fixées au 3e alinéa de l'article 42. Bon, ça c'est un délai avant de discuter, de commencer à discuter, et ensuite à voter sur la proposition de révision, enfin bref, c'est l'article 42, c'est pas très important. Enfin, c'est pas très important, c'est important quand même, mais c'est pas ce qui va nous intéresser après. Et voté par les deux assemblées en termes identiques. Les deux assemblées, donc Assemblée nationale et Sénat, doivent tous les deux voter la proposition de révision, le projet de révision, donc par exemple une nouvelle constitution, si on veut mettre en place une nouvelle constitution. En termes identiques, les deux chambres doivent être d'accord sur chaque mot. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Donc c'est ce que je vous ai dit avant, même dans la Constitution, il faut terminer par une approbation par le peuple, donc par un référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum, donc il y a possibilité de ne pas faire un référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès, donc la salle du congrès à Versailles, qui pourrait par exemple accueillir une constituante citoyenne, puisqu'il y a 800 places, je crois. Dans ce cas, le projet, lorsque le président réunit le Parlement, convoque le Parlement en congrès, le projet de révision peut être approuvé s'il réunit la majorité des 3/5, donc 3 sur 5, des suffrages exprimés. Le bureau de congrès est celui de l'Assemblée nationale, ça c'est pas très important. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Alors ça c'est une défense dans la Constitution contre une révision constitutionnelle qui serait faite lorsqu'il y a atteinte au territoire, donc c'est notamment pour se prémunir de ce qui s'est passé en 1940, avec la mise en place du régime de Vichy. Et ensuite, dernière phrase, la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Alors, cette phrase n'est pas très claire, et l'interprétation est débattue, donc on va pas en débattre ici et maintenant, de savoir ce qu'elle veut dire exactement. Alors, du coup là j'ai déjà mis mon point de vue, est-ce que il faudrait mettre en place un nouveau régime par une procédure conforme? C'est peu probable car il faut passer par un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il faut les deux. Déjà ça pose un petit problème parce que si par exemple, prenons exemple, aux législatives, une majorité voulant mettre en place une constituante citoyenne est élue, mais qu'au Sénat
il n'y a toujours pas eu d'élection de nouveaux sénateurs, et que en fait les sénateurs, même s'ils sont d'ailleurs élus quand même, hein, et ils veulent pas mettre en place une constituante, se retrouvent bloqués malgré la volonté du peuple qui veut une constituante citoyenne, et qui a élu des députés pour ça. Donc ça bloquerait déjà sur ce niveau-là. Aussi, il faut avant un projet, une proposition de loi. Et évidemment. Donc il faut déjà c'est pas forcément la constituante qui décide. En tout cas, si elle décide, c'est avant, c'est pour créer le projet et la proposition de loi. Mais ceux qui vont décider, au final, ce seront les députés et les sénateurs, avec approbation par référendum ou non, si on passe par le Congrès. S'il y a une constituante citoyenne, du coup, ça réduit évidemment sa force, puisque ce n'est plus elle qui déciderait, mais ce serait au final les députés ou les sénateurs. Même si c'est la constituante citoyenne qui a fait le projet, la proposition de loi. Du coup, est-ce qu'il faudrait plutôt une révision constitutionnelle dérogatoire? Alors c'est fort probable, surtout pour une nouvelle constitution, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'articles à voir, et donc pour mettre d'accord l'Assemblée nationale et le Sénat dans une procédure conforme, c'est extrêmement compliqué déjà pour changer quelques articles. Alors pour écrire une nouvelle constitution, pour changer complètement la constitution, ça semble un peu compliqué. En plus, procéder par une dérogation, la procédure normale de révision de la Constitution, donnerait toute la force nécessaire à la constituante citoyenne, ou même à toute autre institution qui fera la Constitution, si on passe pas par une constituante citoyenne. Car en effet, ce ne serait plus à l'Assemblée nationale ou au Sénat de décider, au final, avec approbation ou non, par référendum du peuple, mais du coup ce serait entièrement la Constitution citoyenne ou toute autre institution, par exemple une commission avec des personnels politiques, eh bien, voilà. Donc je pense que vous avez compris, ça donnera toute la force. Conclusion. Alors, juste un petit récapitulatif. Révolution, ce serait non justifié en démocratie, on a vu pourquoi. Le coup d'État serait trop faible en légitimité et risqué, du point de vue du consentement. L'octroi serait trop paternaliste, en plus de ne pas laisser la vraie décision au peuple, et probablement pas, lors d'un octroi, la possibilité d'une argumentation et d'un réel débat sur la Constitution. Donc, pour mettre en place un nouveau régime de la Constitution, dans le cas de cette série, et c'est mon opinion, il faudra une révision constitutionnelle très probablement dérogatoire, donc le Parlement qui décide que, sous certaines conditions, telle constituante citoyenne ou telle commission décide que ce sera, donc sous certaines conditions, hein, évidemment, que ce seront cette institution ou ces constituantes qui va écrire la nouvelle constitution. Ce qui s'est passé en 40, pour la mise en place du régime de Vichy, mais avec très peu de conditions, et avec beaucoup plus de conditions en 1958, c'est ce qui s'est passé également, pour passer de la 4e à la 5e République. Et bien sûr, avec des débats publics, donc public ça veut, j'entends pas par là qu'il y aurait une constitution citoyenne avec des citoyens qui viendraient discuter directement avec les constituants pendant les séances, ce ne serait pas souhaitable, et ce serait rapidement n'importe quoi, ce serait le bordel, hein, faut se le dire. Si les débats étaient publics dans le sens où tout le monde peut y venir et discuter avec les constituants, ce serait n'importe quoi. Donc les débats publics retransmis à la télévision, peut-être quelques sièges en fait pour pouvoir y assister directement en direct, pour qu'il y ait un public, mais qui n'a pas à parler. Et les propositions et arguments transmis donc par tous les Français, et le Conseil des sages en droit, en histoire et en sciences politiques, et leur représentativité importante. On pourrait s'inspirer, de ce que le gouvernement actuel a fait avec la Convention citoyenne pour le climat. Je parle en termes de choix des personnes, de tirage au sort, d'échantillonnage, pour créer cette Convention citoyenne pour le climat. Alors, maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on va voir au prochain épisode? Ça, c'était un point qui était pas si important que ça. En réalité, c'est quand même très important, mais c'est pas au cœur de la Constitution, c'est comment la mettre en place. La fois prochaine, on va aborder pas non plus quelque chose qui est au cœur de la Constitution, mais au cœur de l'État. C'est quelle fonction pour l'État. Donc quelle fonction pour l'État? Des fonctions régaliennes, fonctions sociales, fonctions de maintien de l'environnement. C'est de ça qu'on va parler la fois prochaine. Donc merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode. C'était Elsker et à la prochaine.